rajouter du code par-dessus qui va potentiellement l'utiliser, ou en tout cas qui va interagir un peu avec. Et donc ce code mort, au final, si un jour on veut l'enlever ou changer, ou s'il est victime d'un bug, s'il génère un bug, en fait c'est un truc en cascade, il est devenu toxique, il a contaminé tout le reste, toute une partie du code. C'est ce qu'on retrouve généralement dans les legacy, dans le truc en legacy. Donc c'est très difficile de changer quelque chose à ce moment-là, de refactorer, parce que ça touche trop de choses. Et puis chaque ligne de code, c'est une ligne de bug potentiel. Donc moins on en a, mieux on se porte. L'autre cas, c'est donc c'est pas la même chose. Donc là, on va devoir casser notre petit rond, puis refaire une structure qui permette d'accueillir la bonne forme. Bon, c'est dommage, on a fait du travail pour rien. Et ça, dans l'agilité, dans les principes de ligne, on n'aime pas, c'est du gâchis. On va essayer de réduire ce gâchis au maximum. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la conception ou l'architecture émergente ou incrémentale. Ce qu'on va faire, c'est que notre pièce A, on sait que pour la faire, il faut faire cette forme-là, on va la faire de cette forme-là. Et puis basta. On ne va pas faire autre chose. On ne va pas essayer de la modeler pour prévoir autre chose, pour prévoir, ouais, mais potentiellement, il y a peut-être ça qui va arriver. Non, on va la faire de cette forme-là et on va la livrer comme ça. L'avantage, c'est que si on doit arrêter notre produit, ou en tout cas de travailler sur cette partie-là du produit, notre code, il est prêt, il est fonctionnel, il n'y en a pas trop. Il est juste ce qu'il faut. Donc on réduit la possibilité de défect. Il est juste ce qu'il faut, il est utilisable, il est de bonne qualité. Oui. Dans le premier cas, si tu veux prédire, donc tu veux faire ton L et un rond, tu sais qu'après un rond va arriver. Tu vois bien que ça scale mieux, puisque tu peux très bien paralléliser le travail. Une équipe fait un rond, l'autre équipe fait le L. Et... Ça, c'est dans l'optique où tu sais que le rond va arriver. C'est ce que je dis. Oui, c'est ça. Dans cette optique-là. Mais sauf que dans la réalité... Et là, au final, dans le même laps de temps, parce qu'on raisonne toujours à base de... Là, ce qu'on fait, c'est qu'on raisonne à base de papier. Donc, on va dire, sur le papier, au bout d'une itération, mais avec deux équipes, au final, tu as obtenu le résultat complet tel que tu le voulais. Alors, je ne parle pas forcément de travailler en parallèle. Parce que là, effectivement, on est dans l'immédiat quand on travaille en parallèle. Donc oui, on sait qu'on a besoin de B maintenant, donc on le fait maintenant. Moi, je parle plutôt, on va faire A, et comme je disais, on fait B dans 3 semaines ou dans 3 mois. C'est-à-dire que B, c'est quelque chose qui doit venir plus tard. D'accord? Et puis, c'est pas un élément technique, c'est un élément... c'est une évolution métier. Oui, ça peut être fonctionnel, technique, peu importe en fait. C'est pour ça que j'utilise des formes. On peut le mettre, c'est valable pour n'importe quel métier en fait. Ça peut être technique, ça peut être autre chose, ça peut être fonctionnel. Donc là, on parle d'une équipe qui travaille sur un besoin A, qui le livre, et 3 semaines après, qui va travailler sur un élément B. D'accord? Donc, à ce moment-là, on a livré notre A, il fonctionne. Si notre B n'arrive jamais, tant mieux, on le met de côté, on enlève du backlog. On a d'autres A, il fonctionne quand même, il n'y a pas de code mort. Si notre B arrive différemment, on va devoir modifier notre A. De toute façon. Qu'il soit arrivé en rond ou en comme ça, on devra le modifier. S'il arrive en rond, on est dans le même cas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre du temps. On va prendre du temps pour refactorer notre A. Ça veut dire qu'on va faire notre B, ça va être là. Voilà. On va essayer de faire que le B, s'il est à peu près autonome, il marche tout seul. Et puis ensuite, on va dire comment on va faire pour qu'il fonctionne avec A, notre composant. Donc là, on va modifier A. Alors si c'est un rond, on va modifier A pour qu'il puisse accueillir notre nouvelle pièce. Mais ça veut dire qu'à tout moment, quand on livre, là, ça va être un rond du coup. À tout moment, quand on livre, on a un produit complet, on a un produit fini, on a un produit qui ne dépend pas de quelque chose qui va arriver avec du code mort. À chaque fois, on a juste le minimum de ce qu'il nous faut. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Si. Oui. Sur le papier, ça a l'air facile. Ça a l'air facile. Mais par rapport aux problèmes qu'on peut avoir au quotidien, là, je vois, si je prends le point de vue PO, le stress et l'inquiétude qu'on pourrait avoir par rapport à cette méthode-là, c'est de se dire, ok, on conçoit au fur et à mesure ce qui arrive et ce qu'il va falloir faire tout de suite, mais la peur que j'aurais moi, en tant
c'est de se dire, bah, ok, bah, en fait, on s'est dit, on attend le dernier moment. Enfin, c'est un peu on attend le dernier moment pour faire. Au final, si on n'a pas réussi à concevoir et à rendre ready les sujets qu'on veut embarquer, bah, mon équipe, elle n'a rien à faire, quoi. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'un des points très importants qui va avec, c'est le découpage du backlog. C'est-à-dire que les éléments doivent être découpés hyper finement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ou si vous connaissez l'atelier Elephant Carpaccio. Bon, Scrum Master, ça dit quelque chose. Mais c'est un atelier qui est très très intéressant à faire, PO et Dev. C'est un atelier qui a été imaginé par un des signataires du Manifeste Agile d'ailleurs, Alistair Coburn, qui est de, en fait, justement, donc le côté Carpaccio, c'est de découper un éléphant, une grosse fonctionnalité, en le plus de tranches possibles, les plus fines possibles. Et à la limite, bah, allez voir votre Scrum Master le plus proche, peut-être qui vous fera faire l'atelier. Le truc, c'est de se dire, quand on arrive, moi, quand je donne le sujet à découper, pour les gens, c'est bon, déjà, c'est tout petit, quoi. Ouais, bon, ok, on peut peut-être le découper en 2 ou 3. Et là, moi, je leur dis, faites ça, vous allez devoir le découper. Moi, la meilleure équipe que j'ai vu faire, ils l'ont découpé en 21. Et là, les gens disent, non, c'est pas possible, 21, c'est genre une fonctionnalité, quoi. Donc, et si c'est possible, il faut aller chercher. Et donc, c'est un apprentissage à faire du PO, de faire ce découpage. Ça veut dire que quand tu vas avoir une fonctionnalité, par exemple, alors là, je vais essayer de vous donner un exemple qui parle PO et UI, parce que souvent aussi les UI, ils se demandent comment ils travaillent comme ça. Donc, c'est par exemple, si on va avoir une fonctionnalité qui est, on va dire, voilà, j'ai un formulaire. Je vais essayer de prendre un truc simple. J'ai un formulaire et il y a 4 champs dedans, d'accord? Parce que c'est comme ça, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais on va faire en 4 itérations nos 4 champs, d'accord? Donc du coup, bah, je vais avoir une première itération où je vais avoir un formulaire qui va être complet, c'est-à-dire un champ, un bouton. D'accord? Souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'on va demander aux UI de faire avant le formulaire complet. Donc on va avoir une maquette de formulaire avec les 4 champs et puis le bouton. Et souvent, ce qu'on voit du coup, ce qui se passe, c'est que comme on le fait en itération et qu'on fait un champ par un champ à chaque itération, bah, le dev, il va faire le champ puis le bouton. Et ensuite, il va rajouter les autres. Visuellement, ça n'a aucune tenance. C'est-à-dire que si je m'arrête là, si le produit s'arrête, il n'y a plus de budget, pof, on s'arrête, le produit est dégueulasse, il est bancal. On doit faire du travail pour le rendre un peu plus joli et le terminer, entre guillemets. Alors que si je le prévois tout de suite au niveau UI, en disant je fais comme s'il n'y avait qu'un champ et qu'il n'y aura qu'un champ, parce que si ça se trouve finalement j'aurais besoin que d'un champ, je le conçois ainsi. Donc c'est pour ça que lui, il ne travaille pas en amont, il travaille avec les devs. Alors bon, bah, j'ai un champ à mettre, comment je peux le mettre à ton avis? Ah, voilà, essaye ça. Là, on rentre dans du pair design programming. Je ne sais pas s'il faudrait trouver un nom. Où en fait, il y a littéralement le designer et le développeur sur le même bureau qui font le truc en même temps. Et qui va lui dire exactement comment c'est le truc. Après, ce qui est bien, c'est que, pas forcément le sujet là, mais c'est qu'on va pouvoir en ressortir. Après, il y a des pratiques de designers qui sont des design systems. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se poser la question de quelle couleur doit être le bouton à chaque fois. On a un composant bouton call to action. En fait, le designer dit juste il faut un call to action et le développeur va le chercher en tant que composant et ça va beaucoup plus vite. Et, le design system va aussi fournir des guidelines justement pour que les développeurs soient le plus autonomes possible et aient le moins besoin justement de maquettes. En fait. Donc quand on va rajouter le deuxième champ, bah, on va toujours faire en sorte que ce soit stable, joli, etc. Et ainsi de suite au fur et à mesure. Mais ça veut dire que pour le PO, on va devoir découper en disant bah, je veux ajouter un champ. Mais quel champ je vais ajouter au début? Puis je vais peut-être rajouter un champ et puis je vais me dire ouais mais attends, moi je veux qu'il puisse écrire en gras dans ce champ-là. D'accord, est-ce que tu veux qu'il puisse écrire certaines parties en gras ou tout en gras? Ah bah je sais pas, je voudrais les deux. Bon, bah, on va quand même pouvoir aussi le découper. C'est-à-dire qu'on a deux choix pour le découper. Soit on peut dire on veut tout écrire en gras, ça va être la première version. Puis la deuxième version, on va mettre la possibilité de changer. Soit on va écrire d'abord pas en gras, puis ensuite on va pouvoir écrire en gras.
Il faut aller très finement dans le découpage. Du coup, j'ai une autre question. Oui. Parce que là, par rapport à l'exemple que tu donnes, le formulaire, c'est si tu es obligé de découper le plus fin possible pour pouvoir sécuriser un peu l'alimentation de tes équipes, et voilà. Est-ce que le risque, parce qu'on parlait tout à l'heure, livretto pour pouvoir avoir de la connaissance par rapport à comment sont utilisés, avoir du feedback et prendre en compte pour reconstruire, est-ce que le risque c'est de se dire j'ai tellement découpé que finalement ça retarde la prise de feedback et du coup ça me pénalise sur cette boucle un peu vertueuse pour mais tu as peur que ça prenne plus de temps. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on découpe, c'est pas juste le principe de découper, c'est-à-dire qu'on découpe, on fait ça, on le montre et on a le feedback. Et ce que tu vas avoir découpé, c'est-à-dire tes 4 champs, celui-là, tu vas l'avoir bien défini. Donc là, c'est un champ texte, il y a telle lettre tel caractère qui ne sont pas obligatoires. Quand il y a des erreurs, tel truc, voilà. Ça, on définit bien le truc, comme ça les devs peuvent travailler dessus correctement et livrent une fonctionnalité utilisable, d'accord. Et puis tu vas avoir du feedback et là tu vas peut-être te rendre compte que les gens en fait c'est trop petit. Là, je vais prendre des exemples un peu bêtes, hein. Mais c'est écrit trop petit. Et ben quand tu vas avoir tes autres items dans ton backlog, là tu vas pouvoir les changer tout de suite en disant on va augmenter la taille. En fait ce que je voulais dire c'est que si on découpe petit à un point que ce soit pas livrable. Non, bien sûr. Oui, non. Attention, quand je dis petit, ça veut dire que pour un développeur, il faut, à mon avis, que ce soit faisable en une journée. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable en une journée ou moins. Donc ça reste quand même des trucs, c'est pas non plus. Je pense que là, le formulaire, les 4 champs, il les met en quelques minutes. Donc mais voilà, c'est faisable en une journée ou moins. J'ai une question par rapport à ça, au découpage. J'ai toujours appris à écrire des stories sous la forme d'un besoin. Ouais. Et du coup, souvent, on se retrouve à débattre un petit peu justement du découpage. On dirait c'est trop gros et tout. Mais du coup, je me retrouve plus avec des tâches quasiment techniques de dev, quoi, plutôt que des stories. Et c'est un truc que je sais pas trop résoudre. Ça vient justement là-dedans. C'est-à-dire que c'est parce qu'on essaye de trop prévoir et parce que souvent il y a un socle technique, les devs vont essayer de coller ce que tu leur dis par rapport à ce qu'ils ont prévu. Donc ça arrive. Quand on a un découpage comme ça, alors si ça vous intéresse le découpage, jeudi prochain, le 24, je crois, non, 27, le 27, j'organise un meet-up avec mon co-animateur de Scrum Life, Jean-Pierre Lambert, où en fait en live les gens viennent avec leurs user story et avec leurs besoins et on essaye de l'écrire avec eux et de les découper assez finement. Si ça vous intéresse de faire ça, de venir avec vos problèmes, on essaiera de faire. Il faut s'inscrire assez vite parce que ça part vite les places. Donc en fait, quand on arrive comme ça, il faut toujours effectivement revenir aux besoins de l'utilisateur. On ne doit jamais parler technique quand on parle d'une user story. C'est-à-dire, moi, une phrase que j'aime bien de Alain Ouloub, qui est un gars très bien, qui disait qu'une user story, ça décrit l'histoire, le besoin de votre utilisateur. Jamais de vous. Si vous incluez dans votre user story des éléments que vous devez faire en tant qu'équipe, c'est plus une user story. La user story doit être décorrélée complètement de la technique. Oui. Ah oui, pardon, il y avait une question là-bas. Excuse-moi. Ma question était plutôt liée par rapport au précédent exemple. Au coût, oui. Typiquement le cercle, est-ce que j'anticipe ou pas, le B ou pas? Parce que l'argument qu'on nous sort souvent, c'est tel use case, je ne l'avais pas anticipé. Et donc, ça coûte plus cher parce qu'il faut refaire du travail. Il aurait fallu l'anticiper en début de conception. Ouais. Et ça, c'est les devs qui restent. Finalement, j'adhère complètement au fait d'itérer et d'avancer au fil de l'eau, mais ça veut dire que quelque part, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Est-ce que... Oui et non. En fait, oui, ça coûte plus cher dans l'esprit. Maintenant, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, imaginons, alors je n'ai jamais vu, ton backlog de 3 mois, tu avais vu tout juste, c'est exactement ce qu'il fallait faire, il n'y a pas de problème. Là, oui, effectivement, cette méthode-là va te coûter beaucoup plus cher. Sauf que ça n'arrive jamais. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'à un moment, justement, on va se poser cette question. Alors, je vais essayer de faire le dessin ailleurs. C'est-à-dire que quand tu
tu as ton élément qui a été dessiné comme ça. Quand tu dois faire ta deuxième pièce, est-ce que tu la fais ronde parce qu'elle doit être ronde fonctionnellement, parce que c'est ce qu'il faut pour le produit, ou parce que ta forme là était ronde? Et là, où on a l'impression de gagner de l'argent en ayant pensé, c'est-à-dire qu'on va faire notre pièce un peu différemment pour qu'elle colle avec ce qu'on a, et en fait, sur du long terme, le développeur qui arrive dans un an, ou le développeur qui est là mais qui se revoit dans un an, va s'en vouloir parce que c'est à ce moment-là où ça va coûter cher. C'est au moment de la maintenance, c'est au moment de la correction de bugs, c'est au moment de rajouter des fonctionnalités, où là ça coûte cher, parce qu'on se retrouve avec un truc qu'on a dû bricoler un petit peu. En vrai, on avait besoin d'un truc qui fait comme ça, puis du coup on a rajouté des trucs, on a modifié un petit peu pour que ça colle, et ça devient parasite, ça devient pas bon. Et donc oui, sur ton itération, tu vas gagner du temps, sur du long terme et sur la maintenabilité de ton produit, par contre, c'est vraiment un centre de coût énorme. Énorme. Et plus t'en fais, plus ça s'accumule. Donc moi j'ai déjà travaillé quand j'étais dev sur des produits qui ont 5-10 ans, on appelle du legacy, et en fait c'est que ça. C'est-à-dire qu'on se met à travailler, on ne produit plus de valeur, puisqu'on se retrouve à corriger que des trucs comme ça. Et c'est là où on se rend compte que oui, ils ont peut-être voulu gagner quelques euros à un moment, mais en fait on en paye 10 fois plus aujourd'hui. Donc c'est une notion alors c'est pas de moi, hein, c'est une notion de ce qu'on appelle le infinite game. Donc bon, c'est un gars qui a inventé ça dans un autre domaine, mais c'est le côté où on ne joue pas, on ne travaille pas pour demain, on travaille pour dans des années. Alors, on crée quelque chose qui est pas... en fait, le gars il expliquait ça, c'est un auteur qui disait, si je veux devenir best-seller sur Amazon, c'est hyper simple. C'est à la portée de n'importe qui, c'est du marketing. Par contre, si je veux, moi, c'est pas ce que je veux, parce que là, je vais vendre beaucoup de livres pendant 3 semaines. Moi, ce que je veux, c'est vendre des livres un peu moins, mais tout le temps. Et donc, comment créer ce truc pour vendre, pour réussir tout le temps? En fait, c'est justement en étant émergent. Si on essaye de prévoir, on gagne du temps sur le court terme, mais on en perd énormément sur le long terme. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui et non, mais ça veut dire que quelque part, la roadmap produit ne doit pas aller au-delà de 3 mois, 4 mois? Ouais. Moi, en fait, les roadmaps produits que je construis avec mes équipes, généralement, si je demande au PO, ok, sur tes 3-4 prochaines itérations, je rappelle que je suis sur une semaine, donc on parle d'un mois, quels sont tes objectifs de sprint que tu prévois? Ça pourra changer. Juste les objectifs. Il me les donne. Et moi, c'est ça la roadmap. Et c'est ce qu'on fournit. Parce que c'est tout, il n'y a que ça sur quoi on peut s'engager. En fait. Après, on peut dire, voilà, on pense faire ça aussi dans 6 mois, tout ça. Mais, et un truc que j'aime. Ça veut dire que ce n'est pas à prendre en compte en anticipation dans la conception. Exactement. Parce que ça reste des options, des hypothèses. Et qu'à n'importe quel moment, en livrant quelque chose, on va peut-être découvrir quelque chose qui nous montre que notre rond, en fait, on doit le faire comme ça. Et comme on ne peut pas le prévoir par définition, parce que c'est de l'imprévu, on le découvre, bah, le mieux, c'est de ne pas le prévoir pour éviter de faire du travail pour rien et que ça coûte plus cher. Ou de devoir, encore une fois, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, mais non, tu as vu, là, on avait bien fait, c'était un bien rond. » Mais est-ce que c'était un rond parce que tu avais prévu ou est-ce que c'est parce que c'est ce qu'il fallait faire? Et là, une fois sur deux, franchement, dire « Ah non, en fait, on ne s'est pas posé la question. En fait. On ne s'est plus posé la question parce qu'on avait prévu de le faire comme ça. » Donc, 3 mois après, quand on s'est mis à le faire, on n'a pas réfléchi si c'était toujours la meilleure façon de le faire, le plus pertinent. Et ça me fait penser à une phrase qui, sur la partie productivité, c'est pour moi, tout ça, cette façon de faire, c'est lié à la qualité du produit. Et une phrase qui est de je ne sais pas qui est la productivité de demain, c'est la qualité d'aujourd'hui. Donc ce qu'on construit aujourd'hui, ça va agir sur notre productivité de demain. Et pour ça, on a une notion aussi qui a été... qui vient du Lean et qui vient de l'agilité entre guillemets historique, c'est chez Toyota. Donc Toyota c'est un peu un exemple hein, dans le manufacturing. En fait, eux ce qu'ils ont fait pour être les premiers, et pendant très longtemps, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, qui font à garantir leur voiture pendant 7 ans. Quand on fait ça, on a besoin d'être sûr de ce qu'on livre, quoi, de la qualité de ce qu'on a, parce que sinon ça coûte très cher. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient une notion qu'on appelle le hand-on, A-N-D-O-N. Donc c'est une notion qui est que en fait, chaque personne sur la chaîne de montage de la voiture, chaque ouvrier a un bouton qui lui permet d'arrêter complètement
toute la chaîne. C'est une grosse responsabilité parce que ça coûte beaucoup d'argent, hein, une chaîne qui s'arrête dans la production d'une voiture. Donc c'est une grosse responsabilité, mais parce que ça veut dire que quand la personne sur la machine, le machiniste, voit un défaut de réglage dans la machine qui fait que la pièce qui sort n'est pas bonne, bah chez, je suis filmé, on ne peut pas dire, mais chez les constructeurs autres, français notamment, on s'en fout en gros, hein, ça tourne et puis au fait il y a un petit problème, il faudra régler. Bah non, en fait chez eux, on stoppe tout. Tous les ingénieurs viennent, essayent de corriger le problème, et là ça repart. Ça veut dire que chaque pièce qui sort de sa machine est de bonne qualité. Et c'est pour ça que sur du long terme, ils ont pu avoir des véhicules de bonne qualité. Oui. Non, c'est pas du tout personnel. Non. Mais ce que j'adore, c'est quand les gens me citent l'exemple de Toyota, tout ce qui est rattaché au Scrum, Lean, etc. Parce que c'est quand même... Ça vient de là. Je dis pas le contraire, mais c'est quand même eux, il y a quelques années, ont dû retirer leur bagnole parce qu'ils avaient un défaut d'embrayage. Ah oui, complètement. Ça n'empêche pas. Non, mais ça n'empêche pas, c'est pour ça que ça m'amuse toujours qu'on cite Toyota comme exemple. Je sais que ça vient. Non, mais ça n'empêche pas. Attention, c'est pas de se dire, on ne fait jamais d'erreur. Ce serait un. Si on ne fait jamais d'erreur, c'est qu'on n'a jamais pris de risque. De toute façon. Hein. Ouais, je vois bien que ça fait partie du cursus apprentissage. C'est la confiance qu'on a dans ce qu'on veut faire. La confiance qu'on a dans ce qu'on livre, dans ce qu'on produit. Donc, oui, on va faire des erreurs. Et même là, c'était peut-être pas la meilleure façon. Mais ça veut dire qu'on a cette gymnastique, on sait faire de refactorer. Parce que pour arriver à ça, pour arriver à ce refactoring, donc le refactoring, c'est le fait de modifier son code pour l'adapter à autre chose, de le refaire mieux en gros. En fait, on a besoin de technologie, on a besoin de pratiques techniques. Alors, on va aller là piocher dans les trucs d'extreme programming, le TDD, donc le Test Driven Development. Donc ça, c'est des pratiques qui mettent le test au cœur du développement. Ça veut dire qu'avant de dire que ma pièce, elle va être comme ça, je crée un test qui vérifie que dans mon code, j'ai cette pièce-là. Je n'ai pas fait écrire encore de code, donc le test, il échoue, normalement. Sinon, c'est un peu embêtant. Et ensuite, je vais développer, je vais faire mon code jusqu'à ce que mon test passe au vert. Dès que mon test est passé au vert, ça veut dire que j'ai répondu à la demande, je m'arrête de coder. Et on refactor, voilà. Et on refactor pour le faire propre, pour le faire qui réponde plus rapidement. Donc on essaye de faire quelque chose qui marche, et ensuite on fait quelque chose qui est bien, qui est propre. Et ça, c'est dans l'itération, hein, c'est pas un autre moment, enfin, on le fait avant de livrer. Ça doit faire partie de la livraison. Et parce que justement on a ça, à un moment, quand on va vouloir changer cette pièce-là pour l'adapter à notre pièce 3 semaines, 3 mois, 3 ans après, bah, on va savoir la modifier en vérifiant, parce que tout le reste du code est testé, qu'on n'a pas cassé quelque chose. Ça, c'est des pratiques qui aident à aller vers ça, à faire quelque chose d'émergent. Donc voilà. Et donc, du coup, on peut se demander, et on se demande, j'ai l'impression, quelle est la place de l'architecte dans ces rôles-là, puisque au final, l'architecture devient le rôle et la responsabilité de l'équipe. C'est plus quelqu'un qui le fait en amont, c'est l'équipe qui fait sa propre conception. Donc à ce moment-là, il y a enfin il n'y a pas deux, moi je vois plusieurs possibilités. La première, c'est on y va un peu avec ce qu'on a, c'est-à-dire que oui, on n'aura peut-être pas la meilleure architecture, parce que nos gars ne sont pas assez expérimentés, mais on n'a qu'eux. Donc c'est eux qui vont le faire et c'est eux qui prennent la responsabilité. Parce qu'il faut voir que celui qui code, s'il code mal, c'est lui qui va le payer, hein, un mois après ou 3 semaines après, quand il y a des bugs qui vont remonter. Donc il a intérêt à bien coder. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de ne pas mettre la TMA, donc la maintenance, dans une autre équipe, pour responsabiliser un peu ce que font les gens. Parce que moi, quand les équipes sont, surtout quand elles sont offshore, j'ai déjà vu des devs qui font de toute façon, c'est bugué, mais je m'en fous, parce que ce ne sera pas moi qui vais le maintenir. Donc ils livrent, ça marche pas bien, et de toute façon, c'est l'Inde qui le fera. Donc on s'en fout. Donc non, on remet la responsabilité, c'est-à-dire quand il y a un bug, c'est chez eux que ça revient. C'est eux qui doivent le corriger. Donc ils ont intérêt à avoir un code super maintenable, parce que sinon c'est très pénible pour eux. Donc l'architecte, lui, ce qu'il va faire, c'est soit on va avoir un rôle de développeur senior qui va prendre ce rôle d'architecte dans l'équipe, potentiellement, soit on va avoir des architectes d'entreprise qui, eux, vont ne plus faire de conception, ils vont faire, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'ils vont se positionner plutôt en tant que coach. C'est-à-dire qu'ils vont arriver auprès des équipes, et ils vont les aider, ils vont arriver en planning pendant que l'équipe fait sa conception, et puis ils vont pouvoir donner des infos.
pouvoir dire attends, là dans le SI, ça ce que tu dis, ouais c'est vachement bien, mais c'est infaisable. On peut pas, on a trop de contraintes, on a ça, voilà les contraintes. Et en plus, du coup, ils partagent l'information. L'équipe apprend ces contraintes-là, et du coup, ensuite sera plus autonome. Donc il y a une phase, oui, où les architectes vont être indispensables tout le temps dans les équipes, mais très rapidement, ils vont pouvoir être de plus en plus éloignés de l'équipe et vraiment donner des informations sur ce qui se passe, sur des conseils, vraiment un rôle d'expert et plus de faiseur. S'ils veulent être faiseurs, au contraire, moi je les pousse, hein, mais à ce moment-là, on va dans l'équipe, on se mouille. On ne dit pas à quelqu'un comment faire son travail. On y va et on le fait avec eux. Du coup, ça donne des experts des responsabilités. Ah non, au contraire. C'est-à-dire qu'ils sont responsables puisqu'ils sont partie prenante du truc. Ils vont dans l'équipe. Ils ont un rôle de conseil, mais à aucun moment ils délivrent quelque chose. Alors tu veux dire quand ils ne sont pas dans l'équipe, quand ils sont en tant que coach? Là, en tant que coach. Ah oui, en tant que coach. Oui, mais en même temps, ils donnent un conseil. Donc l'équipe peut ne pas le suivre. C'est son droit. Il faut laisser cette autonomie à l'équipe. Parce que c'est elle qui va payer si elle ne le suit pas. Alors après, on pourra dire, je vous avais prévenu. Ça, c'est autre chose. Mais c'est elle qui va le payer si elle le suit et que ça plante. C'est elle qui va le payer, mais à ce moment-là, peut-être que la prochaine fois, elle n'écoutera plus l'expert. Non, mais c'est ça. Mais en fait, elle va apprendre à ce que l'expert, il ne dit pas forcément la vérité. Il se trompe. Il peut se tromper. Et du coup, ils vont peut-être lui dire après, attends, ton idée, ok, la prochaine fois que tu viens nous dire, viens avec nous, code-le avec nous, et on va comprendre pourquoi est-ce que ça marche pas ensemble. Ça devient en fait une collaboration. Et moi, pourquoi est-ce que j'apprécie cette démarche-là? Parce que souvent, ce qu'on voit malheureusement, c'est plutôt dans les boîtes, c'est un système, tu as métier, expert technique, fonctionnel, dev, testeur, maintenance, vraiment de hiérarchisation, de client-fournisseur, voilà, je t'ai dit de faire ça, réfléchis pas, fais ça. Voilà. Et donc c'est pour casser toute cette dynamique, pour créer de la collaboration dans l'entreprise, c'est qu'en fait, c'est de responsabiliser les gens et donc de les mettre devant leur truc. C'est-à-dire que oui, si l'expert il me dit de faire ça et que c'est de la merde, la prochaine fois je ne l'écouterai pas. En tant qu'équipe, on a appris quelque chose. C'est qu'on avait peut-être une meilleure idée. Et on va faire notre idée, on va le changer, on va faire notre idée. Puis peut-être qu'elle sera encore pire. Bon, l'expert il était peut-être pas si bête. Et puis peut-être que ce sera mieux. Voilà. Enfin, tu vois, c'est vraiment de toujours remettre la responsabilité effectivement sur les personnes qui font. Parce que ce sont les mieux placés, c'est eux qui connaissent leur code. Et puis aussi, c'est eux qui connaissent leurs compétences. C'est-à-dire que tu peux sortir une super architecture, vraiment c'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, les gens qui vont devoir l'implémenter ne sauront pas l'implémenter. Donc du coup, ça va mal sortir. Je ne comprends pas ce qui empêche la personne qui dit bah voilà, je vous explique pourquoi ça c'est la